Ça y est, il est arrivé. Yes. Ah bah c'est parfait, comme ça on va enfin pouvoir tourner correctement la vidéo. Enfin, il est pas si vital que ça quand même. Enfin, Ah bah quand même, hein, il y en avait plein d'abonnés qui étaient hyper frustrés. Hein. frustré. Bah oui. Ça, on n'a pas attendu si longtemps. Bah quand même, on a attendu 2 semaines avant de le recevoir. 2 semaines? Mais ça fait 6 mois qu'on en parle. Ça fait 6 mois qu'on parle du chargeur de caméra qu'on a perdu. Ah, mais je m'en fiche de ça en fait. Je parle de Farcher. Coucou YouTube, coucou Alex. Salut. Bienvenue dans cette vidéo du vendredi où nous avons des micros. Non, en vrai les micros ils étaient toujours là, hein. C'était le chargeur de la batterie de la caméra qui avait magiquement disparu dans cette boutique. Donc c'est bon, la caméra marche et de facto les micros, voilà, vous avez normalement qualité vidéo et son comme à l'ancienne. Maintenant, on va bien commencer cette vidéo de nouveautés qui, ça y est, ça s'active un peu dans les usines. On a beaucoup plus de choses à vous présenter que la semaine dernière. Alors on va pas partir sur 1h30 de vidéo quand même, mais c'est pas mal. Comme promis dans l'intro, alors il y a toujours les soldes, hein. Voilà. Toujours, pour encore 3 semaines. Donc vous avez le temps de venir, hein, regardez, plein de choses sur la table aussi au milieu. Et il y a d'autres choses en réserve aussi, hein, voilà, que vous verrez si vous venez régulièrement. Eh oui, c'est comme ça que ça marche, hein. Faut venir. Bon, je vous ai promis dans l'intro, Farcher, voilà. Il y a marqué Everdell en petit et Farcher en dessous. Donc évidemment, c'est moi qui vous en parle, puisque, souvenez-vous, Everdell est mon jeu favori de tous les temps à ce jour, indétrôné, indétrônable. Et donc c'est une extension? Eh bien, mon cher ami, pas du tout. Pas du tout. Farcher, c'est un jeu totalement indépendant dans l'univers de Everdell, l'univers très mignon des petites créatures animales. C'est de 1 à 4 joueurs, il y a toujours un automa dans les jeux de Everdell. Donc 1 à 4, 1 heure de partie à partir de 10 ans. On a Everdell, on a mon petit Everdell. Là, je parle en difficulté, hein. Mon petit Everdell. Et entre deux niveaux difficulté, vous avez Farcher. Donc Farcher est plus complexe que mon petit Everdell, mais moins que Everdell. Voilà, c'est un entre deux, on va dire. On va donc avoir des mécaniques qu'on va retrouver par rapport au Everdell classique, que je vais quand même vous réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas Everdell. Jouez à Everdell, voilà. Et après, je vous explique aussi les petites différences. Le but est d'avoir le plus de points de victoire possible à la fin de la partie. Les points de victoire, ça va être avec ces petits... ça là. Des coquillages. Voilà, les petits coquillages avec les chiffres qui sont dessus. Faites gaffe, des fois il y a des cartes qui vous font des points malus. Et vous allez aussi en gagner des bruts. Ce magnifique ces petits coquillages en plastique, très très beau. Voilà, ça c'est les points de victoire. Vous allez aussi en gagner avec des petits trésors que vous allez récupérer au fur et à mesure de la partie, mais aussi en réalisant des contrats, en gros des objectifs, quoi. Réaliser des conditions pour gagner des points. Voilà, en gros c'est ça. Vous avez les principales manières de gagner des points de victoire. Chacun va incarner son petit peuple. Alors, ici on a les canards, ici on a les petits crabes, ici on a les petits castors, et ici on a les... Goélands. Non, j'ai oublié, un je sais plus. C'est le nom d'un vrai poisson pêcheur. Voilà, qui est très marin mignon. Pêcheur. Non, c'est un seul mot. Bon, bref, les passionnés de petits oiseaux, dites-nous, voilà, comment ça s'appelle. Donc chacun a son petit peuple, et au début, on va commencer avec pas beaucoup de petits bonhommes. Et au fur et à mesure des manches, on va en récupérer de plus en plus. Donc, on va y retrouver placement d'ouvriers, collecte et gestion de ressources, combo de cartes, chaînage. Non, il n'y a pas de chaînage ici. Bah avec les encres, si. Mais... Ouais, mais c'est pas vraiment un chaînage, c'est de la triche. Oui, d'accord, ok. Et voilà, principalement. Du coup, comment ça va se passer? À votre tour, vous avez le choix, vous faites qu'une seule action parmi placer vos petits gars sur les différents emplacements du plateau que j'ai mis tout là-bas au fond, parce que comme vous le voyez, il est très grand, il dépasse de notre comptoir. Même là, en le mettant tout au fond, il a un petit coin qui dépasse. Donc on va le placer sur les différents endroits. Les endroits où on peut placer des bonhommes, c'est là où il y a des cercles avec des petites pattes palmées. Il y en a où il n'y a une seule empreinte de pas, donc c'est premier arrivé, premier servi, il bloque l'endroit, et il y en a d'autres où il y a plusieurs empreintes de pas, ça veut dire que tout le monde peut s'y placer, il y a nos limites.
Ok, en fonction de là où vous vous placez, il va se passer des choses. Donc ici, principalement, les principaux emplacements du rivage, c'est pour récupérer des ressources. Voilà. Mais après, vous avez d'autres endroits qui vont être ici, les petites îles, qui elles vont changer à chaque partie. Donc il y en a plein, hein, on va les tirer au sort, et qui vont avoir des petits pouvoirs différents. Ici, vous pouvez copier un pouvoir du rivage. Donc justement, si quelqu'un vous a bloqué là-bas, et vous vous mettez là et vous copiez quand même un des emplacements. Ou alors vous le faites 2 fois. Du coup, vous êtes allé prendre du bois flotté, vous avez envie d'une deuxième fois, hop, vous allez là et vous copiez votre propre emplacement de bois flotté. Bref, ça c'est les placements d'ouvriers. Sinon, vous jouez une carte. Soit vous jouez les cartes de votre main, hop, on va dire que vous en avez en main. Soit vous jouez une directement de la baie, qui est ici. En gros, c'est le marché. Hein. Vous la jouez devant vous, vous dépensez les ressources demandées et ça va dans votre village. Votre village, c'est 15 cartes. 15 cartes, merci. Ah, les chiffres. Donc ça, c'est votre village, voilà. Pour les jouer, vous allez avoir les conditions qui sont ici. Pour jouer celui-là, il faut payer 2 petits champignons que vous aurez préalablement récupérés. Voici les petits champignons. Ne sont-ils pas magnifiques? Voilà, ils sont très mignons, ils sont squishy. Voilà, squitch. Ce qui est intéressant par rapport à Everdell, c'était marqué dessus, mais de manière très très discrète, peut-être trop. Et je dis ça alors que j'adore Everdell, mais il faut être objectif. Ici, les petites perles, en fait, c'est le nombre d'exemplaires de cette carte-là que vous avez dans le paquet. C'est plus lisible. Voilà. Souvent, enfin, c'est assez rare, c'est pas très souvent que vous allez faire tout le tour du paquet. Donc des fois, vous allez attendre une carte en particulier. Bon, quand vous voyez que c'est un truc rare, vous allez dire, ok, bon, je vais passer à autre chose, je vais pas l'attendre. Voilà. Donc ça, c'est les 2 actions possibles. Voilà. Placez votre ouvrier ou jouer une carte, sachant qu'une fois que vous avez placé un ouvrier, vous pouvez plus le déplacer tant que, en gros, le tour n'est pas fini. Donc, les premiers tours, vous allez vite jouer parce que vous êtes limité en petits bonhommes. Donc, une fois que vous les avez posés, vous allez certes pouvoir poser des cartes à vous en fonction des ressources que vous aurez réussi à récupérer, mais au bout d'un moment, vous arrivez à sec. Là vient une des plus belles choses de Everdell, c'est le passage à la saison d'après. Donc en gros c'est 4 saisons, 4 manches. Quand vous passez à la saison d'après, vous récupérez tous vos petits gonzes qui étaient sur le plateau, et donc vous libérez de la place pour les autres joueurs. Et vous allez récupérer de nouveaux ouvriers, donc de plus en plus, vous en aurez de plus en plus, et donc vos tours seront de plus en plus longs, vous pourrez faire de plus en plus de trucs, et ça c'est cool. Et aussi, en fonction de la manche, c'est marqué tout là-bas, vous réactivez certains pouvoirs de cartes, vous allez pouvoir avancer vos petits bateaux, etc. etc. Comment ça va se passer? Ce qui est intéressant, comme je disais, la plus belle chose de Everdell et famille, c'est que vous passez certes de saison, mais par contre les autres, s'ils sont toujours en autosuffisance à la manche d'avant, là, au printemps, eux ils restent dans leur manche et ils passeront à la saison d'après, à l'été, quand eux ils auront plus ou ils voudront plus jouer. Donc du coup il y a un décalage de rythme qui est vraiment hyper intéressant dans Everdell, qui a aussi ces dilemmes de ok je passe à la saison d'après mais je vais libérer des places à mes adversaires. Et d'autres qui disent je suis un peu tendu mais j'espère que quelqu'un va passer de saison, comme ça il va me libérer de la place et je pourrai encore faire des trucs cool. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, la grande différence avec Everdell, c'est que du coup il n'y a pas de chaînage, comme je l'ai dit, à proprement parler. Par contre vous avez ces petites encres, vous commencez avec, je sais plus, 3, 4, un truc comme ça, 3. Vous pouvez les dépenser si vous jouez une carte de même type. C'est-à-dire que vous voulez absolument jouer un petit, un navigateur, tiens. Un navigateur mais vous n'avez pas 3 petits champignons. Voilà. Bah, vous jouez. Et vous posez une de vos encres sur un autre truc bleu. Vous voyez? Parce que là, il est bleu. C'est un type bleu de carte. Voilà. Et ben, j'ai mis sur mon phare. Voilà. Parce que lui aussi, il est bleu. Vous voyez? Hop, je le mets dessus, sachant qu'une carte ne peut accueillir qu'un seul phare dans toute votre partie, quoi. Vous ne pourrez pas utiliser... une seule encre. Vous ne pourrez pas faire ça plusieurs fois, quoi. Donc du coup, ça c'est la grande différence. Il n'y a pas de chaînage à proprement parler. Moi j'appelle ça presque un joker, en gros. Oui. Voilà, vous pouvez un peu tricher sur le chaînage. Autre grande dimension de Everdell qu'on retrouve ici, bien évidemment, c'est le combo de cartes, comme je vous avais dit. Il y a des endroits, vous voyez, ils ont carrément un emplacement. C'est-à-dire que ici, ça devient comme sur le plateau. Vous pouvez y mettre un de vos gars et activer le pouvoir qui est en dessous. Voilà. Bon, par contre, pareil, il bouge plus. Il est là pour jusqu'à ce que vous passiez de saison. Par contre, contrairement au Everdell, l'autre, le premier. Le classique, pas Farshore du coup. Voilà, le classique Everdell Farshore. Pas Farshore, justement. Contrairement à Everdell,
vous ne pouvez pas aller squatter les emplacements des autres. Dans Everdell, on pouvait venir vous squatter vos bâtiments. Ici, non. Des points, ouais. Voilà, et gagner des points. Dans mon petit Everdell non plus, on ne peut pas faire ça parce que c'était un peu complexe. C'est pour ça qu'on le voit un peu entre les deux. Entre le petit Everdell et le Everdell classique. Il y a des bateaux là. Voilà, les bateaux, eux, ils vont avancer en fait à chaque fois que vous allez remplir les conditions des roses des vents de la manche, parce qu'à chaque manche, je vous ai dit, il se passe différents trucs. Par exemple, vous changez les roses des vents. Là, en ce moment, à cette manche-là, dès que quelqu'un joue, par exemple, un bâtiment vert. Une carte verte, quoi que ce soit bâtiment. Oui, pardon, une carte verte. Voilà, hop, par exemple ici, vous voyez, c'est vert. Et ben vous allez avancer de 1, parce que c'est une rose des vents. Donc votre petit bateau, hop, il avance de 1. Vous voyez votre petit gars dedans pour dire qu'il est à vous, c'est trop mignon. Et l'autre condition de la rose des vents en cours, donc il y en a toujours 2 en même temps, c'est dès que vous construisez une construction et non pas un petit habitant, vous avancez aussi de 1. Voilà. Si vous arrivez à faire les deux, c'est-à-dire que vous construisez une construction verte, vous avancez de 2. Voilà. Oh, cool. Bravo. Bravo, vous avez fait un combo. Et donc, le dernier à passer son tour pourra changer les nouvelles conditions de rose des vents. Ok. Enfin, on a la marée haute qui se passe, ouais c'est ça, à l'été. Donc pas au printemps. Vous voyez, je te laisse zoomer là-bas, tout au bout. Donc vous avez le printemps. Vous récupérez un nouveau gars, vous réactivez vos bâtiments verts et le dernier joueur change les roses des vents, c'est toujours bien résumé. L'été, vous récupérez un gars, vous piochez 2 cartes de la baie et le dernier joueur change les rosaces, là, les roses des vents. Et en même temps, il va choisir 2 îles qui va, marée haute, donc noyer. Et il les choisit et jusqu'à la fin de la partie, elles ne seront plus utilisables. Cool. Nos soucis, si quelqu'un était dessus, il n'est pas noyé. C'est juste que son gars est là, il est bloqué jusqu'à la prochaine saison qui passera et il récupérera son gars. Ok. Voilà, ça c'est on va dire les grandes différences. Ensuite, ils ont simplifié les objectifs du Everdell. Là, c'est des conditions que de couleurs. Par exemple, ici, dès que vous avez 2 bâtiments violets, vous pouvez récupérer ce petit parchemin. Et sachant que plus vous vous enfoncez dans la pile de parchemins d'un type, moins ça vous rapportera de points. Eh oui, d'accord. Okay. Voilà. Ok, sachant que aussi, une fois que vous avez validé un type d'objectif, vous n'avez pas le droit de revalider le même. Bien sûr. Donc même si à un moment vous avez 2 trucs violets, vous avez déjà pris celui-là, vous ne pourrez pas prendre celui-là. Vous devez faire un peu de tout. Ok. Et je crois que c'est tout. Ah si, il y a quand même les trésors. Il y a les trésors quand même. Là, on avance, certes, ça fait des points, c'est les points qui sont marqués là. Mais quand vous passez les caps ici, où il y a des petits trésors dessinés, vous gagnez des petits trésors qui vous feront 2 points par... Non, c'est 2 points tout court. Oui, 2 points. Et on peut les... Oui, les utiliser comme joker. Exactement. Voilà, ça. Donc ça sert de joker de ressources. Ou alors, si vous les gardez jusqu'à la fin, ça fait 2 points de victoire. Exactement. Voilà, merci de m'avoir rappelé ça. Oui, j'avoue que le slash m'a fait dire que c'était 2 points par ressource. Ouais, pareil. Mais alors, en fait, non, c'est au choix. C'est soit 2 points, soit je défausse pour une ressource. Voilà. C'est à peu près tout. Après, on peut quand même s'extasier sur les encres en fer. Mais bien sûr. Les petits coquillages. Mais bien sûr. Voilà. Les petits bateaux. Les petits champignons. Les petits champignons, les petits cristaux qui sont en une sorte de plastique, mais ils l'ont fait un peu mat, ouais. Stylé. Et les enfin, algues, elles sont pas géniales, elles sont vraiment toutes molles. Du coup, c'est génial. Elles sont molles et un peu visqueuses. Et le bois flotté. Bien sûr, le bois flotté. Voilà. Bon, après, on retrouve toujours le truc de Everdell, qui est que c'est pas un arbre, cette fois, c'est un phare en haut de... Ah, c'est quand même un arbre, là, vous voyez, on devine, il est sur des racines d'arbres. Oui. De ce que j'ai compris, j'ai pas testé encore, mais là, il le marque. Everdell, bord de la carte. Faudra que je teste, que je mette mon plateau côte à côte. Voilà, je te laisse la main, Alex. Bonjour, bonsoir, bonne joueuse. On a reçu également World Wonders de chez Super Meeple, un jeu de Zimendes, illustré par on ne sait pas qui, puisque c'est pas noté. C'est un jeu à partir de, on va dire, 10 ans, en tout cas c'est ce qu'ils mettent. On peut jouer peut-être un peu moins si la personne est habituée. C'est pour 1 à 5 joueurs, donc il y a un mode solo, mais que je ne vais pas détailler ici parce que j'ai pas trop lu en détail le mode solo, sachant que nous on y avait joué à Vichy l'année dernière, c'est ça ? Non, juste là. Bah juste là, oui, c'est vrai que c'était 2023, mais je compte en année scolaire. Ok, non. C'est des parties d'environ, ils mettent 70 minutes, effectivement, nous ça avait bien duré 2 heures, 2 heures et demie peut-être pour les plus longs.
Et on était 4 ou 5 par table, donc c'était plutôt cool. C'est un jeu d'agencement, d'optimisation, de tuiles, de réalisation d'objectifs également. C'est un jeu dans lequel, comme son nom l'indique, World Wonders, c'est un jeu dans lequel on va bâtir notamment donc des monuments. Et ces monuments-là, vous voyez ici ce que je vous montre, là, tout le matos, c'est pas une version Kickstarter ou Deluxe, c'est vraiment le jeu tel qu'il est. Donc ça, pour le coup, en termes d'édition, c'est franchement très propre. On a des petites tuiles ici qui représentent également des bâtiments. Et donc chaque joueur aura un plateau qui sera vide au début. Donc là, Alice vous a fait une mise en place. Elle est belle, ma ville, ok. Enfin, ma ville, très jolie, ouais. ma cité, ma civilisation. Incroyable. On a au début un plateau qui est vide et au fur et à mesure, on va acheter des bâtiments, on va les positionner, on va pouvoir construire également des monuments. Et tout ça vous permettra justement de faire des points de victoire. Chaque joueur a du coup ça devant lui et également un petit plateau qu'on va montrer ici. Un petit plateau qui va générer entre autres des pistes et notamment des ressources sur de population, d'argent et autres, etc. Ici, on a un plateau qui est commun à tous les joueurs sur lequel on va placer différentes tuiles et notamment différentes tailles de tuiles. Plus la tuile est grande, plus elle a un coût élevé en pièces. Et à chaque tour, en fait, on va révéler, donc à chaque manche, on va révéler tout simplement un bâtiment en face de sa pile. Donc du coup, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtiments visibles. Et là, on a les pions de chacun des joueurs. Et donc, ça indique l'ordre de tour, avec le joueur rouge en premier et le joueur blanc en dernier. Au-dessus, on va toujours avoir 3 cartes de monuments qui sont révélées, ainsi que leurs petits pions, qui sont toujours récupérés par le joueur qui récupère le monument, qui peut le construire. Du coup, il le récupère et il le place en respectant les contraintes. Une partie de World Wonders, ça va durer en fait un certain nombre de manches, 10 normalement, parce que lorsque toutes les tuiles auront été révélées et qu'on aura du coup joué toutes les tuiles, tous les rounds, ce sera fin de la partie en fait, et celui qui aura le plus de points l'emporte. Les points, ça va être entre autres les constructions qu'on aura faites. J'expliquerai après dans quelques contraintes comment on fait ça. Mais en gros, un round, donc une manche, on va dire, c'est une succession de plusieurs tours. Parce qu'en fait, quand vient votre tour de jeu, vous allez pouvoir construire un bâtiment. Pour construire un bâtiment, ça va vous coûter autant de sous que la taille de la tuile. Donc là, par exemple, cette tuile-là va me coûter 5 sous, alors que la tuile la plus à gauche va me coûter 2 sous. Il y aura également moyen de construire des routes qui coûtent un seul sou. Et donc ici, vous avez votre jauge de sous. Au début de chaque round, elle est toujours de 7. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour acheter des tuiles. Donc là, par exemple, si je veux acheter ce bâtiment-là qui coûte 3 sous, je paye 3, donc je passe à 4. Et je récupère la tuile qui est ici. Et je vais la placer sur mon plateau en respectant les différentes contraintes. Donc la première contrainte, c'est que déjà pour le placer, il doit être soit en bord de plateau, c'est-à-dire vraiment la route en fait qui est ici, finalement, le bout de votre cité, ça c'est autorisé, ou alors il doit être adjacent à un bâtiment de même couleur que vous auriez déjà construit. Donc là pour le coup je pourrais pas. Si. Oui, ici au-dessus. Mais tu écrases des trucs, mais c'est pas grave. J'écraserai des trucs ici, mais je pourrais faire comme ça par exemple. Là il est adjacent, il n'y a aucun problème. Autre possibilité, c'est de le construire à côté d'une route. Une route n'est pas considérée comme un bâtiment, mais ça fait office de joker pour l'adjacence en fait des tuiles quand contournez la contrainte d'adjacence. Quand vous posez un bâtiment, immédiatement vous allez gagner ça. Vous allez le reporter sur votre piste. Donc en fait, ces petits symboles-là, vous les revoyez sur la piste. Ici, il y en a 3. La piste de nourriture, la piste du vase rouge, que je ne sais pas ce que c'est, et la piste d'ingénierie, probablement, parce que la roue, c'est souvent l'ingénierie. Il n'y a pas de rappel. Là. La poterie. Ouais, la poterie, l'artisanat. L'artisanat, probablement. Voilà. Donc là, admettons que j'ai construit ce bâtiment-là, j'augmente de 1 ma roue, mon ingénierie, et j'augmente de 1 la nourriture. Vous voyez qu'ici, il y a une petite tête blanche. Lorsque vous allez atteindre ou dépasser ce genre de points-là, c'est-à-dire que votre population va monter. Plus la population monte, plus vous allez pouvoir acquérir des points de victoire, et notamment, lorsqu'un joueur arrive sur ce petit fanion violet, ça veut dire que du coup, il va aussi mettre fin à la partie. Donc il y a 2 manières de mettre fin à la partie. Soit on a joué tous les rounds, soit du coup, il y a un joueur qui a atteint la population au max. Plus vous allez monter, plus vous allez gagner une population, et donc du coup, vous allez pouvoir gagner des points. Quand vous placez vos bâtiments, vous allez également essayer de construire des merveilles. Et les merveilles, en fait, il y en a toujours 3 de visibles. Dès que quelqu'un construit une, du coup, on en révèle une nouvelle. Ça, c'est le symbole de point de victoire. Donc une merveille, c'est un point de victoire. Parfois, comme ici, ce bâtiment-là, le pont romain, il gagne un point de victoire, mais aussi directement une ingénierie, et là, une population, par exemple, avec le Colisée. Quand je récupère la tuile, je peux la construire que si, du coup, j'ai les conditions remplies, mais surtout, pour construire un monument, c'est comme un tour de jeu, mais sauf que ça me coûte tout mon argent. C'est là que la gestion d'argent est intéressante, parce que ça veut dire que si je veux très vite mon monument, mes 7 pièces, je les dépense, je tombe à 0, du coup je fais plus rien lors de cette manche, mais du coup je construis le Colisée. En contrepartie, ce que je vais plutôt essayer de faire, c'est de faire plein d'actions, c'est-à-dire de construire des bâtiments à chaque tour, de façon à atteindre plus que 1 sou, et avec ce seul sou, je vais acheter
un monument. Et c'est là que c'est intéressant en termes de timing, parce que soit du coup vous vous précipitez sur le Colisée ou sur le monument, mais du coup vous perdez un round complet, une manche entière, soit du coup vous allez petit à petit, je construis une roue, je construis un bâtiment, de nouveau à moi je construis de nouveau un bâtiment, je vais pouvoir construire aussi un piédestal pour être premier lors du prochain tour par exemple, mais plus j'attends, plus on risque de me sucrer du coup mon monument. Sachant que les monuments ont des tailles très particulières et des conditions à remplir, à côté de tel bâtiment, à côté d'une route, par-dessus de l'eau, au moins un minimum d'une case, etc. Au fur et à mesure du coup de la partie, vous allez avoir de plus en plus... cassé ça là. Au fur et à mesure de la partie, du coup, vous allez avoir de plus en plus de monuments construits, de plus en plus de bâtiments. Dès qu'une condition de fin de partie arrive, on met fin à la partie évidemment. Et du coup, ensuite, on compte les points. Donc, on compte notamment les points de population, on compte les points de bâtiments. Alors, les bâtiments marquent des points que s'ils sont entièrement entourés. Donc là, pour le coup, Alice, elle a vraiment réussi à optimiser tout ça parce qu'elle a réussi à entourer beaucoup de bâtiments. Évidemment, les cartes que vous aurez récupérées de monuments, du coup, vous permettent également de marquer des points, c'est marqué dessus. Et notamment ici, vous avez des ressources de base. Donc en fait, cette espèce de petit décor là de sapins et de rochers, c'est les ressources naturelles. Si vous arrivez à ne pas les recouvrir, vous marquez un point pour chaque ressource naturelle visible. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie l'emporte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et non, World Wonders n'est pas une extension à Seven Wonders. J'anticipe les petites questions qu'on risque de nous poser. Parce que c'est vrai que Farshore, du coup, de loin, on se dit « Oh, une extension d'Everdell, perdu. » Et là, World Wonders, « Oh, une nouvelle extension pour Seven Wonders, perdu. » C'est deux jeux complètement indépendants. Là, vous êtes vraiment sur un jeu d'optimisation, de progression de pistes. De positionnement de tuiles. De positionnement de tuiles. Et les monuments qui seront toujours différents à chaque partie, parce qu'il y en a quand même un bon paquet de monuments. Et c'est intéressant de voir à la fin ce à quoi ça ressemble quand on a un Machu Picchu à côté d'un Colisée, c'est quand même assez étrange. C'est génial. Hein. Là, c'est un Machu Picchu, effectivement. Oui, ça c'est ça. Ça c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie, effectivement. Ça c'est le Athènes, là. Le temple d'Athéna. Non, rien à voir. Le Panthéon. Oui, oui. Parce que le Parthénon, c'est autre chose. Oui. Ouais, d'accord. On va peut-être pas. Ça, je sais plus, c'est la pyramide aztèque. Mais oui, ça, c'est le port de Carthage, ça c'est sûr. Très bien. Et ça, c'est un théâtre grec. Et ça, j'ai oublié, mais c'est en Égypte normalement. Tu te rappelles pas? Il y a une grande porte comme ça dans un mur là. Oui, ça y est. C'est là où il y a le Graal dans Indiana Jones. Oui, et on le voit. Oui. Je crois qu'on le voit dans Un meurtre sur le Nil aussi. C'est possible. Bon, bref. On va continuer parce que tu commences à avoir les bras. Moi, pas du tout. Si vous voyez que je tremble comme ça, c'est que c'est un peu haut pour moi. Je présente. Tu veux les chats ou tu veux l'île? L'île d'abord. Non. Les chats, comme ça, tu as plus longtemps les oreilles qui sont derrière toi. Jeff a dit que tu devais mettre les oreilles. Alors ça. Jeff allait les chercher au fin fond de notre casier à déguisement pour que tu les portes. Waouh. Voilà, allez. On en est rendu là quand même. Hein. C'est fou. Hein. C'est fou parce qu'il y a 5 ans, je me serais jamais dit, ouais, je travaille à Descartes, du coup, c'est cool, je vais pouvoir porter des oreilles de chat. Bref. Cette vidéo s'adresse à Julien de Novalis. Regarde ce que je subis, Julien. Tu te rends compte? Je t'achète des super jeux et je suis obligé de porter des oreilles de chat. Mais elle te vont très bien. Pour faire plaisir à mon patron. On a reçu Mlem. Qu'est-ce que ça veut dire Mlem? Eh bien, je ne sais pas. Mlem, Space Agency, vous l'avez vu, c'est un jeu avec des chats dans l'espace. Donc déjà, vous êtes emballé, je le sens. C'est un jeu de Rebel Studio, c'est un jeu de Rainer Knizia. Donc c'est forcément un jeu où il y a de la prise de risque, parce que Rainer Knizia, c'est le maître des jeux de prise de risque, et c'est illustré par Johanna, comme son nom l'indique. Je le filme. C'est un jeu de prise de risque, évidemment, et c'est un jeu dans lequel on va voyager dans l'espace à différents endroits du cosmos. Mais Jamy, est-ce que c'est un tapis néoprène? Exactement. Oh là c'est un superbe tapis de jeu qui va se rouler dans la boîte. Oh, mais Jamy, est-ce que c'est une planète en pelote de laine? Exactement. On a dit quoi? Une plotte. Une planète. Une planote. Pelote. Une plonette. De laine. Allez, à vos propositions dans les commentaires. Une pelote de laine planète, qu'est-ce que ça donne? C'est un jeu qui va potentiellement vous faire penser un petit peu à Celestia, parce que c'est un jeu de prise de risque dans lequel, ensemble, on va voyager à bord d'un vaisseau avec nos différents, non pas astronautes à tête de chat, mais des chastronautes, bien évidemment. Bien sûr. On aura chacun mis un astronaute dedans. On va
faire avancer la fusée, ou du moins le Capitaine. le capitaine Le va faire chapitaine. avancer la fusée, et on pourra, à un moment donné, soit en dire, bah non, moi le capitaine, je le sens pas trop, je vais m'arrêter là, parce que je sens que la fusée, là, vu le bruit des réacteurs, ça va péter, donc je préfère m'arrêter de suite. Soit du coup, on va dire, non, mais c'est bon, j'ai confiance en lui, on va pouvoir monter super loin jusqu'à arriver lointain dans l'espace pour marquer plein de points. L'idée, c'est d'avoir évidemment le plus de points. La partie va prendre fin lorsque ce petit marqueur qui est tout en bas va atteindre ceci, qui indique la fin de la partie. On a trop explosé, je crois. Ouais, c'est ça. Regarde En le fait, quand il y dessin, a là. trop d'erreurs, ça va monter et ça va prendre fin. Du coup, ça va mettre fin à la partie. Et là, vous avez ce symbole-là qui fait gagner des points de partie, des points de fin de partie lorsque vous êtes majoritaire sur des planètes. Ici, vous avez des planètes. Là, vous avez des lunes. Oh là là, Comment vous avez fait marche- des bébés sur les planètes? Ok, non. Pourquoi Bah des si, bébés en fait, tu laisses des bébés sur chaque planète. Oui, Ils d'accord. copulent, les chats. Ici, on a chacun un plateau joueur et ici, on a un plateau de fusée. Comment se passe un tour de jeu? Au début de chaque phase de planification, entre guillemets, le premier joueur, donc, qui est désigné capitaine, et tous les autres joueurs vont pouvoir placer, donc, dans l'ordre du tour évidemment, un petit chat, un chastronaute du coup, de leur plateau, qui va leur permettre justement d'avoir un pouvoir lorsqu'ils seront sur les lunes ou sur des planètes ou d'autres effets particuliers qui sont liés à la situation en jeu. Donc au début, on pose tous un chat ici. Et le premier joueur, donc le capitaine, va lancer les dés. Vous allez voir que c'est des valeurs, il y a aussi des petites comètes, et en fait ça renvoie à ce qui est ici. Donc dans la première étape, on est sur la case 0, tout ce qui est comète, tout ce qui est valeur 1, tout ce qui est valeur 2, ça vous permet d'avancer. C'est-à-dire que si jamais on fait ni 1 ni 2, ça explose. Ah, Donc là, pour le coup, j'ai lancé les dés, et je dis, Waouh. bah, c'est bon. pour une Les fois que 1 t'as de la et les chance. 2 fonctionnent. Donc soit j'utilise les deux, mais du coup je les mets de côté, mais au moins on a rempli la condition qui était indiquée, et on peut du coup avancer. Soit du coup j'utilise les 1. Ce qui est plus judicieux, c'est d'utiliser les 1, bien évidemment. Ah bon? Bah oui, parce que du coup ces dés-là étant utilisés, ils sont de côté. Et ensuite on enchaîne un nouveau tour. Et je vais demander aux joueurs du coup qui veut m'accompagner, qui veut rester dans mon vaisseau, ou au contraire, bah du coup si vous voulez vous barrer, barrez-vous, c'est pas mon problème. Mais les dés du coup ne seront pas rejetés pour cette manche-là. En contrepartie, les comètes, c'est cool parce que je les relance tout le temps. Et en fait, les comètes, c'est rappelé ici, vous voyez que parfois, les comètes vous feront forcément avancer de 1, parfois de 2. Mais c'est des sortes de jokers parce qu'en fait, vous les gardez et ça vous fera avancer. Donc là, typiquement, j'ai rempli la condition par les 2. Enfin, pardon, par les 1, autant pour moi. J'ai rempli les conditions par les 1, donc on avance d'une case. Mais en plus de ça, comme j'ai une comète et que la comète vaut 1, on avance aussi de 1. Tout simplement. Donc là, sur les premières cases, on ne peut pas s'arrêter sur des lunes ou des planètes parce qu'on n'a pas atteint le minimum, entre guillemets. Donc là, on va pouvoir continuer. Donc moi, je reprends les dés, notamment les comètes sont réutilisables. Vas-y, Les je te 1 suis, ont été capitaine. utilisés. Tout le monde me suit évidemment parce que je suis un super capitaine et je lance les dés. Là, il se trouve que du coup, il fallait faire 1 ou 3 et j'ai réussi à faire 3. Très subtilement. Donc si j'ai réussi à faire 3, je peux utiliser de nouveau ceci. Et donc on voit que là, comme le 3 est rempli, je peux avancer de 1. Et en plus de ça, la comète vaut 2. Donc du coup, 1, 2. On est bien arrivé à 5. Et on va poursuivre ainsi de suite jusqu'à arriver le plus loin possible. Le truc, c'est que si par exemple on était arrivé à 6, avant de repartir, un joueur aurait pu choisir dans l'ordre du tour évidemment s'il souhaitait s'arrêter. Là, on ne peut s'arrêter à ce niveau-là que sur des lunes. Vous voyez que le chat bleu, un tour précédent, a décidé de s'arrêter sur cette lune-là, du coup il a marqué immédiatement 2 points. Et en plus, les Petit lunes joueur. lui fera x2, parce que c'est marqué dessus, tout simplement. Là il y a un petit jeton qui fait x2. Un autre joueur pourrait décider, là par exemple, si le joueur jaune en tant que capitaine décide de s'arrêter là, il a le droit, mais dans ce cas-là, c'est ce joueur-là qui deviendra le nouveau capitaine pour cette manche-là, tout simplement. Et lui après il pourra continuer ou alors on peut s'arrêter. Si on s'arrête sur une planète, ce qui est intéressant c'est que du coup il y aura un système de majorité. Pour l'instant, le joueur bleu s'est placé en premier, et il est majoritaire sur la planète. Mais si le joueur, mettons, pas jaune du coup, mais si le joueur, lui, non, ça va pas être le bon cas. Bon, mettons que le joueur jaune, il se place à 2, là c'est lui qui est majoritaire. Ça aurait pu marcher d'ailleurs avec celui-ci. Avec le cri, ouais. Voilà. Mais il y a un ordre de placement évidemment qui détermine les égalités. Donc là pour l'instant c'est lui qui est majoritaire, donc c'est lui qui a 3. Et ensuite c'est lui qui a 2, parce qu'il est plus haut, et ensuite c'est lui qui a 1 point. Mais en fin de partie uniquement. En plus de ça, lui il marquera plus de points en fin de partie. Pourquoi? Parce qu'il a joué un petit chat ici, qui dit qu'il a x2 sur les planètes. Et donc du coup, il n'a pas 3 points, il a 6 points. Vous voyez que là, ces planètes-là valent pas beaucoup de points, alors que les prochaines, elles qui sont beaucoup plus haut, vont marquer beaucoup plus de points. Oh, attends, c'est une planète à griffoir là. C'est une planète griffoir, ouais. Bah ouais, oui. C'est une petite planète griffoir. Ah bah clairement. Les petits jetons sont ici pour marquer les points de victoire, donc en cours de partie. Et au fur et à mesure de la partie, forcément, au fur et à mesure de la partie, on gagne des points. Et donc, à la fin de la partie, dès que le jeton est arrivé jusqu'ici. Donc ça, c'est quand la fusée explose. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si la fusée explose? En fait, Quand tu triches pas pour le 3 par exemple. Qu'est-ce qui se passe? Tous les chats qui étaient à bord du vaisseau, du coup,
ils vont revenir dans la main des joueurs. Mais pour le coup, ils sont pas morts, c'est ah déjà non, ça. non, parce que mais du coup, tu peux pas du coup, tu pourras te replacer plus tard. Mais en contrepartie, du coup, ta fusée est explosée, donc tu ne peux, comment dire, que descendre avant que la fusée explose. Sinon, c'est foutu, évidemment. C'est tout l'intérêt d'un jeu de prise de risque. Il y a des petits cas particuliers, notamment celui-ci. Vous voyez, c'est un petit. Une espèce de petit parachutage, et bah du coup lui, si la fusée explose, c'est pas grave. Il a le droit de se positionner sur une planète là où il a explosé. Ou une Bah lune. oui, parce que les parachutes dans l'espace, c'est connu. Exactement. Là par exemple, on a le droit de se placer. Donc quand on descend de la fusée, on peut se placer à +1 de la fusée ou à -1. Voilà, ça peut être cool aussi. Il y a plein de petits pouvoirs comme ça que je vous laisserai découvrir évidemment. Et en plus de ça, il y a un nouveau module avec des aliens, avec des petites tuiles en plus que j'ai pas expliqué là, parce que là, l'intérêt, c'est que vous compreniez un peu le système de jeu. Un peu à la Celestia, mais avec légèrement plus de subtilité, plus de stratégie sur les pouvoirs notamment. Celestia est à base de cartes, là c'est surtout à base de dés. Et surtout, on a un plateau qui est un tapis de jeu. Mais alors, Jamy qui peut aussi faire office de tapis de souris. Ce qui est intéressant, tapis de souris pour un jeu où il y a des chats. Oh mon Dieu. Incroyable. Et notamment ici, on a des tuiles d'objectifs. Miaou, miaou. Pardon. Et ici, on a notamment des tuiles d'objectifs. Dès qu'un joueur a rempli la condition indiquée par l'objectif, et ben, du coup, il marquera 5 points en fin de partie. Voilà globalement pour MLAM, Space Agency. Je vais donc retirer... Non, parce que là, on part dans une île maintenant. Là. Oui, par contre, tu le descends parce que là, je suis en train de mourir de mes petits bras de T-Rex là. My Island. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. 30 minutes la partie, mais c'est un jeu de Rainer Knizia. Encore. Donc c'est un jeu de prise de risque. Eh bien non, parce qu'il fait également des jeux d'agencement de tuiles. Et là vous dites, mais la police elle me dit quelque chose, je l'ai déjà vu ce jeu. Et oui, c'était My City, avec exactement les mêmes enveloppes, ou presque. Et dans My City, on avait un plateau sur lequel on allait poser des tuiles et sur lequel il y avait des enveloppes. Et au fur et à mesure, le jeu prenait un air un peu legacy. Et en fait, on débloquait de nouvelles règles. Donc à la base, le jeu était très simple, très chill. On retourne une carte. La tuile nous indique ce que les joueurs doivent mettre sur leur plateau comme tuile. On prend la tuile et on la pose. L'idée, c'est qu'au début, il y a très peu de contraintes. Il y a juste des contraintes par rapport au score. Notamment au début, là, quand vous allez construire votre île, vous tirez une carte, tous les joueurs prennent cette tuile-là et vous la placez sur votre île. Mais notamment, là, par exemple, la manière de marquer les points, ça va être que les cabanons doivent être sur des tuiles de plage, par exemple. Donc, vous allez essayer de tourner votre tuile de façon à ce que toutes les cabanons soient sur les plages. Et puis après, plus tard dans la partie, vous allez faire votre micmac. Et chapitre 1 étant fini, vous allez arriver au chapitre 2. Puis chapitre 2, vous ouvrez une enveloppe. Et oh, tiens, il y a des habitants qui viennent sur l'île, par exemple. Ou tiens, il y a des pirates qui vont nous attaquer. Ou tiens, il y a des nouvelles contraintes où la forêt est plus dense au centre du plateau. Et du coup, il y aura plus de difficultés à poser certaines tuiles. C'est véridique ça ou tu spoil? Enfin, ou tu spoil pas? Je donne des indications. Il y a peut-être des choses qui sont fausses, il y a peut-être des choses qui sont... J'adorerais qu'il y ait des pirates. Voilà, je dis ça, je dirais. Il y en a. Autour d'une île, il y a toujours un peu d'animosité. C'est pas grave. Je n'arrive pas à le dire. Passe à autre chose. On fera genre. Vous connaissez le mot. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Rien de plus, si ce n'est que du coup, c'est effectivement un jeu qui se décompose comme ça. Et l'avantage, c'est que vous n'avez pas tout d'un coup, vous avez des règles qui sont données au fur et à mesure. Et votre avancement, il se fait en fonction de vos envies. Voilà. Moi, le premier jeu à faire ça, c'est Zombie Kids Evolution. Hein. Un petit peu, ouais. Mais je sais pas si My City était sorti avant Zombie Kids. Non. Il est peut-être sorti après, ouais. Après, je n'ai pas une culture ludique qui va très loin. Donc peut-être qu'il y avait d'autres jeux qui faisaient les petites enveloppes qui débloquent des... Il y a des petits bonhommes. Alors moi, j'aime bien cette pochette aussi. Je la trouve assez rigolote parce que tout paraît normal ici. Et d'un seul coup, on a des extraterrestres qui débarquent en tuiles volantes. Je trouve ce côté droit de la boîte est assez étrange. Il me déstabilise parce qu'au début, ça fait un peu, tu vois, Lilo et Stitch. Puis d'un seul coup, t'as des vaisseaux spatiaux en forme de tuiles. Assez étrange. Mlem, ça doit être Mlem qui y arrive. Sûrement. Qu'est-ce qu'on enchaîne après, le JDR? Peut-être. Ok. Actu JDR. Alors, il n'y a pas Antoine. Mais il y a des nouveautés JDR, donc on essaye de lui faire honneur, ce qu'on n'arrivera pas à faire, donc je vais essayer. Voici les dernières nouveautés, ça c'est vraiment trop cool, ces petits carnets là, ces petits magazines. Chroniques des Terres Dragons. Voilà, tout ça c'est quoi? Eh ben c'est des petits scénarios qui sont compatibles avec D&D, vous voyez.
Hop, compatible 5e édition, compatible Cross Games, niveau 1 à 5 pour 2 à 6 joueurs. C'est ce qui manque cruellement dans la gamme Donjons et Dragons. Vous avez principalement en fait des campagnes. Et ben là, vous avez des petits scénars juste comme ça, tranquillou balou. Voilà, et vous en avez plein de différents types pour différents niveaux. Alors vous voyez. pour l'instant, ils sont référencés de 4 à 9 avec le 0. Donc il y a tout de 0 à 9 sauf le 1, le 2 et le 3. Il y a tous, parce qu'on les a pas. Bah c'est juste qu'en fait non, c'est pas encore référencé chez d'accord. Néoludis. En tout cas, je les ai pas vus. Ok, donc en tout cas ça existe Oui. et on l'a fait cette gamme parce que vraiment elle complète de fou l'offre Mais du coup, il y a quand même déjà D&D. 10 mini-scénarios. Ouais, c'est ça qui est trop cool. Voilà, donc pour les joueurs de D&D, quand vous en avez marre de faire que des campagnes de 1000 ans, bah voilà, vous avez des petits scénars un peu plus tranquillou balou qui s'adaptent à pas mal de joueurs. Ici, vous avez un nouveau supplément pour l'appel de Cthulhu, les demeures de l'épouvante, un titre assez classique dans cet univers. En fait, là-dedans, vous allez avoir 2 scénarios classiques, mais qui ont été révisés, et 3 nouveaux scénarios totalement inédits. Donc, là, je vous apporterai aucune autre information que le dos, je peux vous le dire vite fait. Voilà. Un notable timide et réservé semble cacher un effroyable secret. Un autre, c'est les habitants de Gamwell ont longtemps cru que la demeure de monsieur je sais plus quoi était maudite, mais apparaît avoir enfin échappé à son passé sordide. Un autre, c'est les investigateurs apprennent par télégramme qu'ils sont convoqués de toute urgence chez Dr Kenneth. Eh oui, le Pardon. fameux Dr Kenneth. Il y a des trucs au manoir. J'en sais rien. Magicien connu, volatilisé. Eh oui. Et enfin, les travaux de rénovation d'un club de golf Eh oui. qui vire au cauchemar. Eh ben, vous avez pas mal de trucs. Hein. Voilà, ça c'était le supplément. Ensuite, on a une nouveauté, donc ni des ajouts pour D&D, ni des scénarios en plus de l'appel de Cthulhu, mais un nouveau JDR, Fabulia, le jeu de rôle... Fabula, t'as mis un i en trop. Oui, Fabula Ultima, pardon. Tout à fait. Le jeu de rôle des JRPG. JRPG, pour ceux qui ne connaissent pas ou juste voient pas le lien, c'est Final Fantasy, par exemple. Ouais, Voilà, ça la gamme se voit de... un petit peu sur le... clairement, hein. Sur la Ce pochette. qui est génial dans ce livre, c'est que vous créez vous-même votre univers. Genre vous-même MJ et joueur. Après bon, si en tant qu'MJ ça vous embête quand vous perdez le contrôle de votre univers, vous le créez tout seul l'univers. On vous en voudra pas, on vous juge pas, si un peu quand même. Mais c'est proposé pour créer avec vos joueurs votre propre univers. C'est vraiment très très cool. J'ai un peu feuilleté. En plus vous voyez, il y a des petits... déjà, ce qu'on voit, c'est que repères. c'est en couleur. Hein, donc, Oui, tout est en couleur, papier glacé, très très cool. Donc il y a des sortes comment on dit, pas intercalaire. Ouais, j'ai pas le mot non plus. Je cherchais tout à l'heure, mais je l'ai paumé. Voilà, bref. Bon. Là, on va appuyer sur Start. Donc c'est le début. Et là, ça va vous dire création d'univers. Donc vous allez prendre une fiche géographique et voilà un peu toutes les questions que vous allez vous poser. Choisissez la forme de votre monde. Prenez une fiche géographique qui y correspond. Quel est le rôle de la magie et de la technologie dans votre décor? Créez les principaux royaumes et nations. Discutez des événements historiques importants. Quels sont les grands mystères et les grandes énigmes? Et quelles sont les terribles menaces? Voilà. Et en fait, en répondant à toutes ces questions, ça va déjà donner une grosse forme à votre univers. Et après, ça vous donne des idées de technologie et de magie, vous voyez, elle vient d'une autre dimension. Ah ouais, on peut le tirer au D20 sinon. Voilà, c'est ça. Il y a des noms de lieux proposés. Enfin voilà, ça vous dit pas juste démerdez-vous à créer tout un univers. Il y a des propositions, bien évidemment. Mais ça laisse énormément de liberté. Voilà, et ça, je trouve ça génial. Après, en création de perso, vous avez, je sais plus combien, 15 classes de personnages à combiner. Et après, ça fait un peu comme les Final Fantasy, c'est-à-dire que dans les scénarios, vous allez avoir un peu un arbre de compétences où vous allez pouvoir choisir vraiment comment vous le personnalisez votre personnage, quoi. Il y a quoi? Donc des règles simples, il y a un bestiaire bien évidemment dedans, et voilà. Ça c'est le jeu de base. Vous avez ensuite le kit du meneur de jeu, oui, qui est comme d'hab un écran, hein. Voilà, avec les infos principales et un petit récap. Et enfin, vous avez un petit scénar d'intro didacticiel tutoriel en fait. Voilà, vous avez vraiment tout dedans, des pré-tirés, une intro, les règles vraiment vraiment simplifiées. Voilà, vous avez Edgar ici, Lavigne comme Avril, mais pas vraiment. Cassandra, elle a l'air stylée, Cassandra. Ouais, le papier est glacé parce qu'en fait, il y a plein de reflets. Ah, c'est mieux. Trait et lien.
Blair Clermont. Ok, très bien, voilà. Donc vous avez déjà les fiches de perso faites, etc., etc. Ah oui, je me disais, il y a le coffret. Voilà, hein, si vous voulez faire les choses bien. Il y a le coffret, ça précise pas trop. Si, le livre de base en version collector, mes chers amis, écran du meneur, livre du meneur, livret appuyé sur Start, c'est-à-dire scénario d'introduction, là le machin. La carte du monde, les fiches de PNJ, les fiches de groupe, les fiches d'univers et les fiches de personnages. Voilà, voilà, dans un magnifique coffret. Il y a également, qu'on a reçu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, le supplément pour Ça, là. L5R, ouais. Les chants de la victoire. Alors ça, tu vois, j'ai pas du tout préparé. Donc pas grave. je lis. Vous trouverez une mine d'informations pour mener des campagnes militaires ainsi que des détails sur le clan du lion. Voilà, j'ai eu le tour. Je crois que c'est bon là. On a fait le tour. Ouais, go. Ouh, j'enchaîne. I am on fire. On enchaîne avec Point City de chez Gigamic par Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, je pense à peu près, et illustré par Dylan Mangini. Alors, il est cool comme jeu, hein, mais faut être honnête. Quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire encore? C'est très bien ce jeu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais. Non, ça c'est dit. Voilà. Alors je le dis parce que Happy City, je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Sinon, c'est pas exactement le même jeu. En gros, vous mélangez Happy City et Salade de points. Donc au final, c'est pas le même jeu. Mais voilà, je voulais souligner la ressemblance pas esthétique. la même chose. Non. Bon, next. C'est très fortement inspiré. Voilà, mélangé à un jeu Gigamic qui est Salade de points. Donc, à partir de 10 ans, 1 à 4 joueurs, 20 minutes de jeu. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Vous n'allez pas créer votre ville du bonheur, mais juste votre ville, en faisant des points de victoire. C'est déjà bien. Points de victoire qu'on va récupérer avec des bâtiments où c'est marqué comme ça. Vous voyez, il y a des bâtiments où il n'y a rien du tout. Hein, voilà, il y a des bâtiments qui valent plus ou moins cher. Enfin, de points de victoire. Vous allez aussi remplir des objectifs différents qui sont mis en jeu à chaque partie en fonction du nombre de joueurs. Vous en avez plus ou moins. C'est magnifiquement expliqué et récapitulé ici sur cette aide de jeu. Derrière, vous avez la mise en place. 1 à 2 joueurs, vous enlevez 25 cartes de niveau 1, machin truc. Voilà. Comment ça se passe? Personne n'a de ville devant lui au début. Et il va la construire. Oh, on part de zéro. Qu'est-ce que c'est beau. On va avoir des cartes qui ont un dos de ressources et de l'autre côté, un bâtiment. Alors lui, il est un peu spécial, bien évidemment. Est-ce que le deuxième va être spécial? Non, c'est bon. Donc voilà. Ici, vous allez avoir d'un côté la ressource, c'est l'argent, voilà, c'est l'économie. Et de l'autre côté, c'est un bâtiment qui va vous produire cette ressource-là, quand vous l'aurez construite chez vous, et qui va vous rapporter en fin de partie 1 point. Par contre, pour la construire, il vous faudra 2 petits éclairs. Comment ça se passe? Le tour est très simple. À votre tour, vous pouvez révéler une des cartes et donc révéler son côté bâtiment. Voilà, moi j'ai fait ça. Ok, très bien. Et ensuite, magnifiquement résumé ici, on prend 2 cartes adjacentes du marché ou les 2 premières cartes de la pioche sans les regarder préalablement. Du coup, je sais que là, c'est une verte. Je tente ou pas. Je sais pas. Je suis quand même obligée de la prendre. C'est une jaune. Je les mets devant moi en tant que ressources. Okay. Voilà, fin de mon tour. J'ai révélé une carte et j'ai pris des ressources. Donc ça, c'est soit tu prends au-dessus, soit tu prends dans le marché. Exactement. Okay. Prochain joueur, il décide de révéler une autre carte. On n'a pas le droit de révéler dans la même ligne ou même colonne que là où il y a déjà un bâtiment révélé. Voilà, je peux pas faire ça par exemple. Ok. Donc là, j'ai révélé celui-ci. Très bien. Moi, je vais tenter. Je vais prendre ces 2-là. Pourquoi donc? Donc vous voyez, je les ai pris adjacents. Je les prends et j'ai le droit de les dépenser dans le même tour. Donc révéler une carte, prendre 2 cartes adjacentes ou 2 cartes de la pioche, payer les ressources requises, si je veux, pour pouvoir acheter ce bâtiment. Donc ça, je les défausse. Ça, c'est chez moi. Ça m'a coûté une roue, un petit verre. Ça me rapportera 4 points de victoire en fin de partie. Comment ça se passe maintenant? Ce que j'ai récupéré en ressources, je les mets en bâtiment. Hop là. Et ce que j'ai récupéré en bâtiment, je le mets en ressources. Vous vous souvenez, j'ai pris le bâtiment là. Voilà, hop. Et donc, ils ont mis des petits jetons d'ailleurs pour s'en rappeler. Oui, là. Hop. Par exemple, ici, quand je l'ai pris, le bâtiment, je mets ici. Ok, il faut que je me souvienne que... Oui, pardon. T'as pris un bâtiment. Donc oui, j'ai pris un bâtiment. Comme ça, le temps que je fasse mon tour, je sais qu'à la fin de mon tour, quand je refais le marché, voilà, ici, c'est une ressource à mettre. Donc, du coup,
Ça c'est fait, je mets devant chez moi et on continue. Sachant que là, ça me fait certes beaucoup de points de victoire, mais ça va pas beaucoup me servir dans mon engine building, donc construction de moteur de jeu. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que je récupère des ressources. Et ouais, genre si t'avais pris lui là, voilà. Et du coup tu générais une pièce pour lui. Exactement. Ce qui est pas mal. Voilà, imaginez, hop, on va dire regarde, que... t'as les 2 bâtiments là en plus, t'as vu ? Ah. Il me... Hein ? Oh ! Moi j'optimise. Il me coupe l'herbe sous le pied. Moi j'optimise, madame. Oui, c'est ça, oui. Tu m'interromps surtout. Voilà. Hop là. Ça, on va dire que c'est ma ville qui a commencé à se construire. Oui. Ok. J'ai 3 pièces, 2 petits éclairs et une feuille de manière permanente. Donc du coup, comme Splendor, comme Happy City. Enfin, Happy City, c'est pas vraiment des ressources, c'est de la thune. Oui. Mais c'est à peu près pareil, c'est pour acheter des bâtiments. Ça va me permettre en fait d'acheter ici pour beaucoup moins cher. Imaginons que j'avais récupéré une petite ressource comme ça qui me traînait dans la main. Ça tombe bien. Ici, ça coûte 2 éclairs. Je les ai déjà ici. Et j'avais récupéré dans un précédent tour une petite roue. Et j'ai juste à dépenser la roue. J'ai déjà mes 2 éclairs imaginaires ici. Et lui, il rejoint ma ville. Et ça me fait une nouvelle ressource permanente pour de prochains tours. C'est là où on voit l'engine building. Donc souvent, il y a les dilemmes de quand ça rapporte beaucoup de points, souvent, ça rapporte pas de ressources. Bien sûr. Souvent. Mais après, vous allez au fur et à mesure arriver sur des bâtiments de plus en plus chers, mais qui vont aussi vous donner double ressource et non pas une seule. C'est bien ça. Donc vous allez, bien évidemment, plus c'est cher les bâtiments que vous achetez, et plus le jeu vous fournit de quoi l'acheter. Sinon, c'est nul, vous vous amusez pas. Enfin, dernier type de bâtiment que je vous avais montré sans vous le voir au début, ceux qui sont comme ça, les bâtiments municipaux. Ceux-là, quand vous les construisez, ça vous rapporte 0 points, mais ça vous permet d'accéder à un des objectifs qui étaient mis en jeu dans cette partie. Vous en avez plein, par exemple, ici, en fin de partie, vous aurez 3 points par paire de petits éclairs et de violets dans votre ville. Ici, vous aurez 7 points flat. Voilà, des choses comme ça. Sachant qu'il y a aussi des petites ressources Joker spéciales. Celle-ci, les ingénieurs, c'est du Joker. Vous l'avez devant vous, vous la dépensez. Ça peut être du vert, du jaune, du ce que vous voulez. C'est un Joker, tout simplement. Sachant que aussi, tout le monde commence avec une petite carte comme ça en début de partie. C'est un Joker de début de partie que vous dépensez et c'est fini. Voilà. Ça se finit quand on ne peut plus recompléter le marché. C'est ça, quand la pioche est vide pratiquement. Quoi. Voilà. Et on compte les points de nos jetons, des petits bonhommes, enfin des petits points sur les cartes. Et voilà. C'est cool parce que c'est finalement très fluide. C'est très fluide. Ça renouvelle quand même le côté Happy City, c'est quand même assez différent. L'intérêt, je trouve, le petit twist qui est sympa, c'est que ce que vous prenez en bâtiment se refera en ressources quand vous refaites le marché. Et ce que vous avez pris en ressources deviendra des bâtiments. Ça ouvre vachement le jeu du coup pour le coup. Quand tu prends des ressources, bam. Faut prendre le pli de le faire. Ouais, c'est ça. Parce qu'au début, on est. Ah, j'ai pris un bâtiment, du coup, je mets. Mais une fois que c'est bon. Du coup, c'est bien. Ouais, là voilà, les jetons sont cool, mais faut prendre le pli. Mais après, ce principe-là est cool. Voilà, ça c'était Point City. On passe à Buddies, un truc très très local. Ici, de Collective Adventure qui sont d'ici, de Bordeaux, hein, vraiment, ils sont, regardez, c'est marqué là. Bah oui, on connaît déjà le Collective Adventure. Bah je l'avais marqué quelque part. Dommage. Ah là, 5 rue Fénélon, 33 000 Bordeaux, voilà, si vous voulez aller toquer chez eux et leur déposer des petites victuailles, vous avez maintenant leur adresse. Qu'est-ce que c'est que donc cela ? Eh ben, le Collective Adventure avait déjà fait un jeu de rôle initiation, un kit d'initiation au jeu de rôle. Tout à fait. Et aussi assez éducatif sur les insectes qui s'appelait Roll Time, la plaine des bourdonnements. Vous avez même fait un let's play avec un maître du jeu pro. Tout à fait. Et ben ils ont repris un peu l'univers des insectes. On y retrouve les mêmes personnages que ceux qu'on peut incarner dans le jeu de rôle. Bien évidemment, l'un n'implique pas que vous ayez joué à l'autre. Hein. Tout à fait. Voilà. Et encore une fois, ils essayent d'être éducatifs, je sais pas. Dans la démarche, oui. Voilà, en gros, vous apprendre des trucs. Si vous voulez, c'est pas du tout du forcing. C'est juste que là, vous voyez, vous avez un petit QR code. Si vous le scannez, ça vous donne des infos sur cet insecte-là, par exemple. Voilà. Comment ça va se passer ? C'est un jeu coopératif de cartes où vous allez essayer de polliniser le plus de plantes possibles dans votre jardin. On va constituer le paquet jardin d'une certaine manière en fonction du nombre de joueurs. Voilà, j'ai failli tout faire voler et j'ai un réflexe surhumain qui a fait que j'ai tout rattrapé. Impressionnant. Chacun va choisir un petit personnage, sachant que vous avez un côté juste esthétique pour dire qui vous êtes, et de l'autre côté vous pouvez jouer avec un mode expert, pas
trop s'emballer, mais en tout cas un mode avancé, où vous aurez un petit pouvoir asymétrique de base. Sachant que aussi, en fonction de votre personnage, vous allez prendre un paquet de cartes de 5 actions qui sont semblables, sauf que déjà, chacun aura aussi une petite carte qui est propre à son personnage. Donc en gros, si vous rajoutez cette asymétrie-là, il y aura 2 asymétries. En gros, il y en a déjà une un peu intégrée dans le jeu, c'est qu'en fonction du personnage que vous avez une petite particularité. Comment ça va se passer? On met en place le jardin où dedans il y aura des dangers, des obstacles, voilà, ils sont tirés au hasard. Et des fleurs surtout. Et surtout des fleurs. Oui, c'est vrai, c'est surtout ça qu'on cherche. Le but est d'avoir le plus de fleurs, certes, mais surtout de pollen qui est ici. Les fleurs ne rapportent pas le même nombre de pollen, mais aussi il va falloir récupérer le plus de cartes possible dans notre paquet victoire. C'est-à-dire, c'est pas que des fleurs, il se passe d'autres trucs dans la vie. Vous allez à votre tour jouer une de vos cartes pour essayer de polliniser une fleur, principalement, c'est ça le but. Mais d'abord, vous allez appliquer l'effet du printemps, parce qu'ici on commence au printemps. Donc là, toutes les fleurs requièrent une énergie en moins pour être butinées. Ça c'est cool. Voilà. Après, on passera à l'été, etc., etc. Vous me direz, mais pourquoi c'est gris là? Parce que là, au printemps, vous ne pourrez butiner que des fleurs qui sont butinables au printemps. Vous voyez ici, la carotte sauvage n'est pas butinable au printemps. Et non. Voilà. Ni le cosmos, ni le digital. C'est un peu la dèche. Le pissenlit, oui, c'est bon. Et le cyclamen aussi, et le personnage aussi. Voilà, sachez-le. Vous voyez, on apprend des choses en plus, parce que c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Bien sûr. Donc du coup, à mon tour, je vais aller jouer. On va aller jouer. Tiens, celle-là, je vais jouer un 2, certes. 2 parce que j'ai pas moins dans ma main. Pour aller butiner. Cyclamen. Le cyclamen. Tu as dit le cyclamen? Ah ouais. Allez, le cyclamen. Donc je butine le cyclamen, que je mets, donc ça me rapportera 2 points de pollen en fin de partie, donc de victoire, que je mets dans notre pile commune de victoire, et j'y mets ma carte. Je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'à la fin de la partie, sachant que la fin de partie, c'est dès que quelqu'un n'a plus de cartes dans sa main. Voilà, on termine le game et on compte les cartes. Prochain joueur, on joue tous une fois comme ça, donc évidemment à chaque fois, on re-remplit notre petit jardin, et une fois que tout le monde a joué, qu'on revient au premier joueur, hop, on change de saison avec des nouveaux pouvoirs, etc. et des nouvelles plantes pollinisables. Vous avez aussi donc des obstacles. Ici, je viens de révéler un arrosage automatique. Pour les insectes, c'est l'enfer, je vous l'assure. Là, ça dit les fleurs adjacentes nécessitent 1 en énergie, 1 de plus en énergie pour être butinées. Donc là, ça vaudra 2 d'énergie et là, 3 d'énergie. Oh là 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 là. Mazette, c'est cher payé. Super. Par contre, ça s'applique tout le temps, sauf l'hiver. Oui, l'hiver, il n'y a pas l'arrosage automatique, sinon ça gêne. Ça va alors. Voilà. Vous avez aussi des adversaires, des prédateurs. Les prédateurs, ils ont un nombre de points de vie. Voilà, un nombre de points de vie et aussi toujours un pouvoir. Ici, bloque l'accès aux fleurs adjacentes. Donc ça, c'est bloqué. Là, vous voyez, dès le début, j'avais la dalle de béton qui fait que cette carte ne peut jamais être retirée du jeu. Jamais, 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 jamais. Super. Donc du coup, là, avec ça et ça, je peux polliniser ça. Ou alors on attend l'hiver, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, parce que celle-là, elle bloque ces 3-là. Et celle-là, elle bloque ces 2-là. Elle bloque pas, mais elle fait que c'est oui, celle-là, elle bloque pas, mais bon, c'est cher. Donc du coup, il m'énerve le frelon, donc je vais essayer d'aller le battre. Il va falloir que j'atteigne cette valeur-là avec des petites épées. Vous voyez, c'est la même couleur, c'est à peu près clair quand même. Épée, ça dit combat. Donc du coup, si je joue celle-là, trop cool, je l'ai battue en plus du premier coup. Les 2 vont dans ma pile de victoire, parce que j'ai dépensé mon action et j'ai vaincu quand même en frelon. C'est une victoire en soi. Ok, mais si j'avais pas de 4, parce que vous avez vu, là il y a un petit ou plus 1 d'énergie, je peux l'utiliser en boost de une carte d'énergie. Par exemple, voilà, là je pourrais utiliser ces 2 cartes-là pour arriver à 4. Si j'avais besoin, parce qu'un truc a fait augmenter le coût de l'énergie. Mais du coup, là, on va dire que je l'avais plus en main, et donc je vais essayer de la battre autrement, le petit frelon. Bon, j'ai que une carte 1. Je la mets en dessous pour quand même signaler que j'ai commencé à lui faire des dégâts. Un copain pourra lui faire d'autres dégâts. Voyons voir. Hop, ok, lui il a mis ça. Ok, on est à 3 dégâts. Eh ben, il en manquera encore un. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le finir? Eh ben, ok, à un prochain tour, j'y mettrai tout ça et c'est bon. On a tout ça qui s'en va. Sachant que par exemple, moi je jouais la coccinelle.
Emmett, elle a une carte qui réduit de moitié direct les points de vie. Donc il faut communiquer sur ce que vous avez en main, puisque c'est un jeu de coopération. Rappelons-le, hein, Alex? Tout à fait. Voilà. Et on continue comme ça, voilà, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la main de un joueur minimum. Et ensuite, on va compter toutes les cartes qui sont dans la pile de victoire. Donc, on compte surtout les pollens, qui sont ici. On compte les pollens, mais aussi, ensuite, on va faire, ça c'est un peu spécifique, mais une fois qu'on l'a fait, on comprend, on fait un carré de 3 par 3, comme c'était en gros au départ, avec toutes les cartes qu'on aura gagnées pendant la partie. Donc, notre pile de victoire, on la place comme ça. Hop, et là, imaginons que j'ai du surplus. J'en ai gagné plus que ça pendant ma partie. Et ben, je continue à remplir par-dessus. Hop, on va dire que j'ai fait ça. Et donc, du coup, j'aurai un point en plus par carte qui dépasse le carré de 3 par 3 de base. Par ligne, du coup. Oui, par ligne, pardon. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 lignes, donc c'est bon, je fais 5 points en plus. Exactement. Okay. En plus des pollens que j'aurais gagnés, qui sont là. Voilà. Et en fonction, il y a un barème dans le... Oui, tout à fait. Notre première partie, nous étions les gardiens du jardin, c'est-à-dire deuxième niveau. C'est pas mal. Et on a joué en normal, on n'a pas joué avec les pouvoirs. Si on joue avec les pouvoirs, on rajoute plus de prédateurs, parce que bon, faut que ça équilibre le jeu quand même. Sinon, on est trop fort. Voilà, je te laisse la main. Ouais. On continue cette vidéo qui en fait finalement est assez longue. On se rend compte qu'on est en train d'expliquer des jeux et qu'on va, je pense, arriver à facile 1h30 de vidéo. Tant mieux. Je voulais vous parler de Sir, c'est un jeu qui est arrivé chez Oya. Sir, c'est un jeu de Reynard Staupe. Et c'est un jeu qui peut faire penser un petit peu à Crossing, pour ceux qui connaissent Crossing et qui cherchent absolument Crossing, qui n'est plus édité. C'est un jeu dans lequel on va tenter de collecter des cartes. Et chaque carte va marquer des points, soit tout le long, on va dire, de la partie, c'est-à-dire il y aura 3 manches en tout, et à chaque fin de manche, vous allez compter des points. Il y a des cartes qui vont disparaître et d'autres qui vont rester. Notamment, celle qui reste, c'est celle avec des coches vertes, c'est notamment celle avec des animaux, celle avec des coches rouges, c'est des trucs que vous scorez et après, vous les virez. On va faire en fait dans la mise en place une colonne de chiffres et devant chaque colonne, on va aligner un certain nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. Et à chaque tour, ce qu'on fait, c'est que simultanément, il y a un joueur qui va dire Sir, et simultanément, les joueurs vont pointer du doigt la colonne en annonçant le chiffre. Donc là, par exemple, on fait Sir, moi je dis 4. Moi, et je dis Alice va dire 2. C'est marrant, j'allais dire 2 aussi. Du coup, faisant ça, moi, si je suis tout seul et qu'Alice est toute seule sur le 2 et moi tout seul sur le 4, je récupère toutes les colonnes en 4 et Alice toutes les colonnes en 2. Si jamais il y a un ou plusieurs joueurs à égalité, on supprime la carte la plus à droite du lot et les joueurs à égalité recommencent jusqu'à sélectionner un lot tout seul. Donc c'est intéressant parce que des fois vous êtes un peu en mode je sais qu'il va vouloir prendre ça, donc je vais quand même le pointer. S'il n'y a personne, je les récupère. Si en plus on sera tous les deux, ça va lui virer une carte. Et s'il continue à la pointer, il n'aura que 2 cartes déjà et pas 3, dans l'exemple. Mais par contre, du coup, je lui aurais empêché de collecter trop de cartes. Donc des fois, on peut être un peu chafouin et faire exprès de pointer des colonnes on sait que les joueurs voudront pour leur supprimer des cartes jusqu'à ce que la colonne devienne plus intéressante. On va collecter du coup donc soit des animaux, soit des points de victoire bruts, soit des rois. Donc les rois, plus vous en avez, plus vous marquez de points. Et en plus, c'est un petit coche vert en haut à droite, donc ça veut dire que c'est un truc que vous scorez à chaque manche. Il va y avoir notamment des petites églises aussi, ça c'est majoritaire. Si vous êtes majoritaire, à tel moment vous marquez tant de points, les autres marqueront rien du tout. Et il y en a un que j'aime bien, c'est le fermier qui fait pas de points, enfin qui fait très peu de points. Avec la fermière, ça fait plus de points. Et avec la chaumière, ça fait encore plus de points. Donc ce qui est chouette, c'est que les lots sont tirés aléatoirement et qu'à chaque fois, vous allez d'être toujours dans un dilemme, de vous dire qu'est-ce que je vais pointer, est-ce que je vais pointer celui-là parce que je sais que ça va l'embêter, est-ce que je vais pas récupérer les 2 oies ici parce que j'en ai déjà 2 autres et ça me fait encore plus de points, sachant qu'on est en début de manche, donc c'est-à-dire qu'à chaque fin de manche, je vais les scorer. C'est à vous de voir, donc c'est un petit jeu de collection que j'ai trouvé finalement plutôt cool, notamment pour remplacer Crossing qui n'est plus édité. Ensuite, on va enchaîner sur un autre jeu, un peu plus gros que Sir, Oh là là, il brille. puisqu'il s'agit de Sagrada Artisan. Vas-y, fais-le briller. C'est une version foil. Et c'est pas que les reflets, mes chers amis. Non, toute la boîte est absolument Irisée. magnifique, comme ça, Wow. irisée, comme tu le dis. C'est très certainement mon prochain achat, parce que j'aime beaucoup déjà le principe de Sagrada. C'est surtout très joli, les petits dés qu'on va placer comme ça sur son plateau. Mais là, on est sur un Sagrada Artisan, donc un Sagrada Legacy. Je mets les guillemets parce que c'est quand même un Legacy qui est rejouable. Mais un peu comme My Island, vous avez du coup
un système de jeu avec des enveloppes et surtout chaque joueur va avoir son petit livret ici de famille et en fait on va avancer en différents âges, premier âge, deuxième âge jusqu'au 5e voire 6e âge et on a chacun un petit calepin comme ça. C'est du coloriage. Tu fais un peu script et effectivement, comme tu le dis si bien, c'est du coloriage. Donc, je veux jouer mais juste pour colorier. Tu me laisses colorier ta feuille. Peut-être. Cette grille ici, du coup, représente votre grille de Sagrada, en fait, donc votre vitrail. Et vous voyez qu'il y a déjà des valeurs dessus et des couleurs imposées. Comme dans le Sagrada classique, vous allez faire une première manche avec des objectifs qui vous feront des points de victoire en fin de partie qui sont communs à tous les joueurs. Vous allez avoir une grille ici en fait qui va permettre la diversité des dés puisque là en fait à chaque tour vous lancez les dés. Il y en a un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Le premier joueur en choisit un, puis dans le sens des aiguilles d'une montre on en choisit un, puis dans le sens inverse ensuite on en choisit tous un deuxième. Donc le premier joueur a le choix au début puis il a plus à la fin comme le deuxième joueur. Enfin, comme le dernier joueur, pardon. Les dés, quand vous les lancez, vous les placez dans les colonnes ici. En fait, à chaque fois qu'il y a un dé identique, on est obligé de relancer le dé de façon à ce que les dés soient différents. Une fois que les dés sont différents, on choisit chacun 2 dés, comme je l'ai dit, dans l'ordre des aiguilles du monde, puis dans le sens inverse. Et quand vous récupérez les dés, du coup, vous allez pouvoir le placer où vous voulez, et surtout en respectant les contraintes. Donc si par exemple, je prends un 4, mettons violet par exemple, je pourrais l'inscrire ici et colorier en violet ensuite. Il n'y a pas de problème. Je pourrais aussi directement le mettre ici, parce que la case est déjà violette. Donc c'est la contrainte de base que j'ai remplie, le coup en violet, j'ai juste besoin de rentrer 4. J'aurais pu prendre un 6 rouge, le mettre ici, le 6, ou colorier celui-ci en rouge. Voilà. Donc des contraintes parfois toutes simples. Le premier truc qui peut vous sembler étrange, c'est notamment les petites étoiles qui sont ici. Vous vous dites, bah, ça sert à quoi ces petites étoiles? Je les ai vues. Lorsque un joueur débloque ces 2 petites étoiles-là, il va ouvrir une enveloppe. Ouh, j'adore les enveloppes. Et j'en en dirai pas plus, mais il y a plein de trucs que j'ai vus dans les explications, notamment de plein de chaînes YouTube en anglais, qui vous expliquent le développement un peu de votre vitrail, de votre famille, en fait, parce que vous jouez un livret de famille, et dedans, il y aura la première génération, la deuxième, la troisième, la quatrième, ça va évoluer. Il y aura évidemment des outils, comme dans les extensions et comme dans la base de Sagrada, où on peut un peu contourner les règles, mais ceux-ci seront propres aux enveloppes que vous allez ouvrir. Je ne vais pas en dire plus, j'aimerais vous en dire beaucoup plus si j'y avais joué, mais c'est mon prochain achat très certainement. J'ai déjà trouvé les joueurs et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir jouer à Sagrada Artisan, pouvoir colorier mes petits vitraux, de pouvoir rentrer les petites valeurs dedans, de voir ce qu'il y a dans ces petites enveloppes, parce que moi ça me titille toujours. Notamment il y avait ça encore chez Matago, les enveloppes on les connaît bien pour Ionzen Legacy, on attend la 2e boîte Legacy avec grande impatience et on va surtout maintenant passer derrière le comptoir. Et on se retrouve du coup derrière le comptoir pour un retour en stock nouveauté. Ça dépend de si vous l'avez vu passer ou pas, parce que son passage était très court à la boutique. Final Girl et toute sa gamme de boîtes. Alors, extension base, oui, si on veut, parce qu'en fait, la boîte de base, entre guillemets, c'est celle-ci. Sauf que cette boîte de base-là n'a pas de scénario. Donc, vous avez le matos pour y jouer, mais vous n'avez pas le scénario. Donc, en fait, il vous faut, pour avoir une base, la base et un des scénarios au choix parmi les 5 présentés ici, et il y en a plein. Et évidemment, vous l'avez vu, c'est une mécanique de jeu, donc c'est un jeu solo, très inspiré du coup mécaniquement de Négociateur prise d'otage, si vous ne connaissez pas ce jeu, qui est un jeu essentiellement de deck building, prise de risque, gestion de ressources si on veut, où il fallait justement acquérir des cartes pour négocier avec un négociateur, négocier avec un preneur d'otages pour sauver le plus d'otages. Là évidemment l'otage c'est plutôt vous, et notamment tout un camp de jeunes. En c'est général. Eleven ça non de Stranger Things. Ouais. Mais il y en a plein hein, qui, enfin c'est inspiré de plein de grands slashers comme je sais pas moi Vendredi 13, Jason X et bien d'autres. Et du coup avec cette boîte là vous avez le matos, mais pas de quoi jouer, et avec 2 boîtes, du coup, donc une base et un scénario, vous avez de quoi jouer. Et donc là, je peux vous montrer un petit peu, là on voit bien le matos, c'est vraiment le matos de, dans l'idée, la roue comme ça avec les dés de négociateur prise d'otage. Voilà, donc là vous revivez un peu les séries, les films cultes sur les slashers justement, et là du coup vous essayez d'échapper et de vaincre un slasher, et il est différent dans chaque boîte, donc chaque boîte apporte un peu son lot de scénarios différents et surtout des mécaniques propres à sa petite boîte. Voilà pour le retour en stock de Final Girl. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous l'attendiez tous. Là c'est des nouveautés. Ah, c'est quoi ça? C'est le fameux booster Pokémon que tout le monde attend. Non, en vrai j'en sais rien du tout. En fait c'est un double booster
Ah, c'est plus les triple boosters maintenant. Non, et c'est du écarlate et violet à l'intérieur. Et derrière, on dirait, mais je crois que c'est du écarlate et violet aussi, mais j'arrive pas à voir, on dirait de l'évolution céleste. Mais ça semble être du écarlate et violet quand même. Et après, je m'y connais un peu en Pokémon, donc autant te dire que écarlate et violet, Il y a un canard par c'est contre. plutôt cool. Il y a un jeton canard. Voilà. Pokémon, j'adore. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a à côté, dis donc? Bah, Ah, c'est Focult. Mais c'est Focult avec Focult 2. Focult son extension, mais pas vraiment, parce qu'en fait, vous avez Focult en noir et Focult en blanc. Et quand vous avez les deux, bah, c'est Focult noir et blanc. Et donc, c'est une extension, mais aussi un jeu de base. Donc, si vous avez fait toutes ces cartes-là, bah, vous pouvez acheter celui-là. Si vous achetez celui-là et que vous avez fait toutes ces cartes-là, bah, vous pouvez acheter celui-ci. Qu'est-ce que c'est Focult? Focult, c'est un jeu dans lequel il faut deviner un film à travers, ce que je vais vous lire en fait, une critique. une des pires critiques. Une des pires critiques de film. Par exemple, là, il faut deviner le film. Donc, la critique, c'est « Erreur technique qui a son importance. Les yeux d'une voiture, ce sont les phares, pas le pare-brise, bon sang. Tous les gamins savent ça. » Voilà, il Ah. faut trouver le film. Ça, c'est un film. Autre film. Dujardin préfère montrer ses fesses que son talon. À supposer, bien sûr, qu'il en est. Voilà. Il faut trouver ces films. Voilà. Et alors, faut savoir, c'est des vraies critiques qui existent, Tout de à fait. vrais gens. Exactement. Voilà, et ça, c'est drôle parce que c'est affreux. On peut voir vraiment la créativité humaine mise sur là où il faut pas. Oui, tout à fait. Et franchement, Ça, c'est des softs, hein. On vous a je sais chopé pas des si c'est des softs. un indice, mais moi, les deux films, je les ai vus. Et bah, franchement, je les aime bien. Oh, il y en a, des fois, je te les lis, t'es genre, mais non, mais je vais trouver où ils habitent, je vais les Là, c'est tuer. vraiment n'importe quoi. Ils critiquent des trucs, mon gars, mais n'importe quoi. Vraiment, on n'a jamais vu ça. Je crois qu'on a tout présenté dans cette vidéo, en tout cas pour les nouveautés qu'on a acquises cette semaine. On vous a présenté les retours en stock et ou nouveautés éventuellement pour Final Girl, le Focult ici. On va vous crois que laisser. c'est tout, hein. Bah ouais, je pense qu'on a tout fait. Surtout le Pokémon qu'on n'a pas oublié, qui est très important. Hop, et qui est là. Je pense qu'on a fini ici. On vous dit du coup à très bientôt Chez Jeux des Cartes Bordeaux.